Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, l'industrie du ciment face à un virage bas carbone très serré. La filière se fixe comme objectif une réduction de 80% de ses émissions de CO2 d'ici à 2050. Le directeur général de Lafarge-Holcim, qui est aussi président du syndicat de l'industrie cimentière, viendra nous parler de la mobilisation d'une entreprise, bien sûr, mais surtout celle de tout un secteur. Dans notre débat RSE aujourd'hui, la diversité en entreprise. Un salarié sur 5 estime avoir déjà fait l'objet d'une discrimination à l'embauche à cause de son origine, son sexe ou son handicap physique. Nous demanderons à nos invités quels efforts ont été faits et quels sont ceux qu'il reste à faire. Et enfin, si vous pensiez qu'habiter à Paris et manger des fruits et légumes récoltés le jour même n'était pas possible, eh bien c'est désormais le cas. C'est notre bonne idée du jour, celle d'Alexandre Chevalier, cofondateur de la plateforme de livraison Gustan. Il sera avec nous en fin d'émission. Mais d'abord, je vous le disais, c'est donc l'invité du jour. Notre premier invité est François Pétry, directeur général de Lafarge-Holcim, mais aussi président de la filière béton. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Une industrie cimentière qui entame résolument sa transition écologique puisqu'elle prévoit de réduire de 80% ses émissions de CO2 à l'horizon 2050. François Pétry, alors qu'une tonne de ciment lambda, je crois, rejette environ 900 kilos d'émissions carbone, par quels moyens comptez-vous atteindre cet objectif de 80%? Alors, comme vous l'avez dit, la filière cimentière et la filière béton ont publié une feuille de route de décarbonation ce dernier mois. Et effectivement, avec des objectifs ambitieux de baisse à 2030 de 24%, de baisse à 2050 de 80%. Voilà, il y a un premier palier en 2030 déjà, puis ensuite un deuxième palier en 2050. Tout à fait. Et avec une gradation année par année et une amélioration, une baisse de nos impacts carbone. Et ces engagements sont basés sur tout un ensemble d'initiatives de différents niveaux, qu'il s'agisse de l'amélioration de l'efficacité de nos usines et de nos process, qu'il s'agisse de l'utilisation et de l'augmentation de l'utilisation et du remplacement de combustibles fossiles par des déchets, ou qu'il s'agisse de mise sur le marché de nouveaux produits qui vont moins faire appel à ce que l'on appelle le clinker et qui est la partie efficace du ciment et qui porte, elle, le CO2. Voilà, est-ce qu'on peut expliquer peut-être à nos téléspectateurs qu'est-ce qui pollue aujourd'hui dans le ciment? Comment se fait-il que ce soit un matériau aussi polluant? Alors, le ciment ne pollue pas, il est émetteur de CO2 ou porteur de CO2, effectivement, parce que dans son procédé de fabrication, une part importante de ce CO2, qui est issue de la transformation du calcaire en clinker, qui est la base active du ciment, va générer une masse importante de CO2. Et donc, l'enjeu devient la bonne utilisation de ce clinker, qui est nécessaire à la performance du ciment, la réduction de son utilisation en tant que volume, et ce qui va amener un certain nombre de challenges forts pour notre industrie, qui était auparavant basée sur l'utilisation de ce clinker. Donc béton, ciment, granulat, ce sont des matériaux dont vous êtes spécialiste. Tous ces matériaux peuvent être propres et durables, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui? Mais très certainement durables, et en particulier le béton qui est fait, comme vous venez de le dire, de ciment, de granulat, de sable et d'eau. Et ce béton a la particularité d'être très local, mais aussi d'être recyclable. Et on va le concasser, on va pouvoir maintenant le recarbonater, c'est-à-dire que pour sa fabrication, on le décarbonate, comme je viens de le dire, eh bien on sait le recarbonater aussi, puis l'utiliser à nouveau comme granulat dans des bétons ou comme sous-couche routière. François Pétry, il faut des moyens considérables, j'imagine, notamment en recherche et développement, pour arriver à ça, à ce type de procédé chimique. Alors effectivement, notre industrie est une industrie de long terme, avec de très grosses usines. Et vous avez raison, il s'agit d'investissements massifs, de plusieurs centaines de millions d'euros par an pour notre industrie en France. Et pour cela, il est nécessaire qu'on ait une compréhension et une stabilité du marché et de la réglementation qui nous permettent ou qui permettent à nos investisseurs et actionnaires de mobiliser ces fonds. Donc, le permet-elle aujourd'hui la réglementation ? Eh bien, c'est une bonne question, puisqu'effectivement, l'accélération des changements réglementaires et qui correspond au renforcement des attentes sociétales sur le bas carbone, sur le plus durable, donne un espèce de rythme nouveau et une accélération forte
qu'il est nécessaire de savoir rendre compatible avec les rythmes de l'industrie et des cycles d'investissement. Donc aujourd'hui, on est plutôt effectivement dans une période de tension forte où les nouveaux objectifs de baisse de la stratégie nationale bas carbone, mais aussi de la mise en œuvre, par exemple, de la nouvelle loi RE 2020, de réglementation énergétique, en particulier sur les bâtiments, peuvent générer des accélérations peu compatibles avec les cycles industriels qui sont les nôtres. Pour rester sur les moyens, François Pétry, existe-t-il aujourd'hui en France assez d'infrastructures pour atteindre ces objectifs que vous vous êtes donnés ? Eh bien, écoutez, je pense que la France a dans les matériaux de construction, est connue pour son expertise et a su générer des entreprises connues mondialement. Il est important qu'on sache garder cette avance et je pense qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse de la recherche, qu'il s'agisse des ingénieurs, qu'il s'agisse des entreprises, nous avons effectivement une industrie performante et qui doit pouvoir le rester avec le soutien de l'État et de l'administration, avec de la visibilité sur l'accès à l'électricité décarbonée, et c'est un point important. Et puis aussi, comme on crée un environnement spécifique avec des règles carbone sur le carbone spécifique en Europe et en France, il est important que la gestion des imports et où en fait, une espèce de protection, mais qui n'en est pas une, en fait, un rééquilibrage des règles entre les pays extra-européens et les pays intra-européens soit mis en place. En tout cas, la France n'est pas en retard, loin de là. Au contraire, la France est un des marchés et des environnements les plus exigeants et qui développe aujourd'hui et qui se met en route de façon extrêmement active. Et je pense qu'on est en avance sur beaucoup des pays européens et bien sûr extra-européens. Une question, on parle beaucoup de la crise en ce moment, de la transition écologique qui s'est aussi accélérée grâce à cette crise Covid. Pourquoi ce changement de cap de l'industrie cimentière ? Qu'est-ce qui a déclenché ce changement, cette transition écologique ? Est-ce que c'était une demande des clients, des collectivités ? Comment ça s'est passé ? Ouais. Je pense qu'effectivement, c'est ce que vous mentionnez, c'est-à-dire qu'il y a probablement un effet accélérateur de la crise. Je pense que l'attente sociétale est de plus en plus visible et claire. Dans nos familles, nos enfants nous relaient ça et on ne peut pas être complètement ni aveugle ni sourd à ce genre de stimulation. Et c'est aussi, je pense, la volonté que nous avons, nous, industrie, cimentière, filière béton, de mieux répondre et de proposer plus de solutions à nos partenaires et clients pour pouvoir construire de façon efficace et bas carbone. François Pétry, est-ce que toutes les constructions sont concernées ? Est-ce qu'on parle de bâtiments ? Vous construisez, vous aidez à la construction de bâtiments, de routes. Tout est concerné par le ciment bas carbone ? Alors, le ciment et le béton bas carbone vont effectivement impacter toutes les infrastructures. Ça peut être les tunnels, ça peut être les ponts. Et puis, bien sûr, aussi tout l'habitat et la construction verticale de la maison individuelle aux grandes tours. Et nous, notre industrie et la filière béton s'attachent à proposer des solutions qui vont varier, puisque effectivement la performance de nos produits va devoir s'adapter aux besoins. Et donc notre industrie et la filière béton vont proposer et proposent aujourd'hui chaque mois un peu plus de produits bas carbone adaptés au cahier des charges, on va dire, de nos partenaires et utilisateurs, les constructeurs. Est-ce qu'un matériau décarboné est, selon vous, in fine, finalement plus performant même aussi ? Alors, il y a un sujet effectivement où en fait on va devoir mieux utiliser les matériaux pour pouvoir mieux construire et en utiliser moins. Et donc cette marche vers le bas carbone va nous amener à effectivement mieux identifier ou mieux utiliser les bétons en particulier à leur niveau de performance, peut-être en réduisant un petit peu certains coefficients de sécurité, mais au final on va se retrouver avec des volumes plus restreints, mieux utilisés et au bon endroit. C'est ça aussi qu'on a envie de savoir. Qui seront bien sûr plus durables, parce que par essence, ils porteront moins de carbone au démarrage et ils seront recyclables. Et nous sommes en train, la filière béton en particulier, est en train d'augmenter les pourcentages de recyclabilité et ou de recyclage des bétons dans ces matériaux. François Pétry, j'ai envie de vous poser une question sur donc, ces innovations, ces ciments, ces bétons innovants. On parlait tout à l'heure de recherche et développement. Donc ces innovations, ces technologies, est-ce qu'elles sont brevetées ? Comment ça se passe ? Ou est-ce qu'elles sont accessibles à tous les acteurs du secteur ? Comment ça marche ? Bien sûr, la propriété intellectuelle était un vrai sujet dans nos métiers. Beaucoup de ces innovations sont brevetées. Si on a envie que le secteur fasse sa transition écologique, est-ce qu'on se donne des astuces, des innovations ? Je pense que vous faites allusion au partage des brevets des vaccins. Est-ce qu'on est dans ce type de situation ? Je ne pense pas tout à fait. On a en fait une compétition très proche. En fait, tous les grands groupes et les grands acteurs travaillent sur des approches assez comparables et bien sûr protègent leurs découvertes par des brevets. Est-ce que c'est un frein à la
à la bonne utilisation de ces matériaux et à leur croissance dans le marché de ces matériaux bas carbone? J'espère que non, puisque aujourd'hui, notre objet, l'objectif de nos entreprises et de notre filière est vraiment de mettre à disposition du marché et des entreprises de construction les meilleurs produits possibles ou les mieux adaptés à leurs enjeux. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, la propriété intellectuelle soit un frein à la bonne utilisation de produits bas carbone dans le marché. C'est important de le préciser. Merci beaucoup François Pétry. Je le rappelle, vous êtes directeur général de Lafarge Holcim, d'avoir passé cette première partie d'émission avec nous. Merci. On passe tout de suite à notre débat RSE. On parle de diversité et d'inclusion sociale. Smart Impact dans le débat RSE. Aujourd'hui, on pose la question: où en sont les entreprises sur les questions de diversité et d'inclusion? Pas facile d'avancer sur le sujet alors que les stéréotypes persistent. Des jeunes diplômés trop inexpérimentés, des salariés en situation de handicap pas assez performants, des seniors trop chers, des femmes qui ont trop de contraintes familiales. Étienne Hirschauer, directeur d'Ecoder, spécialiste du reconditionnement informatique et entreprise solidaire, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci. Nous accompagne, merci d'être là. Nous accompagne également Pauline Adam-Calfon, en charge de la diversité chez PwC. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je le disais, comment se fait-il que ces stéréotypes soient encore en 2021 des obstacles pour les entreprises ? Alors, bon, c'est vraiment des stéréotypes et je pense que les choses changent. Moi, j'ai envie plutôt d'être positif. On passé espère. Une année à être une année assez anxiogène. Pour autant, effectivement, c'est des stéréotypes qui ont la vie dure, mais on voit quand même un changement qui vient en fait de plusieurs, qui a plusieurs sources. Premièrement, il y a quand même une pression qui vient de la jeune génération qui n'accepte plus ces stéréotypes et qui ne veut plus travailler dans des entreprises dans lesquelles ces stéréotypes persistent. Donc, ne serait-ce que pour une question d'acquisition de talent, il y a une première pression. Et un deuxième point qui est important, c'est toute la pression, on va dire, réglementaire aussi, avec des cadres juridiques qui sont de plus en plus contraignants, alors avec bien sûr des écarts selon les pays. Mais on va en parler. Je vous demanderai si, selon vous, elle est suffisante, ces réglementations, ou s'il faut aller plus loin. D'accord. Allez-y, continuez. Je continue ? Ok. Troisième point aussi important, pour les groupes qui sont des groupes internationaux, il y a aussi une pression qui vient souvent des sièges dans les pays, notamment anglo-saxons, qui sont quand même plus avancés autour de ces sujets. Donc finalement, une pression, on va dire, sociétale, une pression qui peut venir du cadre réglementaire, une pression qui peut venir aussi des sièges sociaux des entreprises, mais une culture qui est parfois quand même difficile à changer dans les entreprises autour de ces sujets. Étienne Hirschauer, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu en effet quand même une prise de conscience dans le monde de l'entreprise sur ces questions-là de diversité et d'inclusion ? On est optimiste. J'espère. On est un peu façonné par ce qu'on est et parce que la manière dont on a été élevé aussi, etc. Dans mon parcours professionnel, moi j'ai eu deux périodes. J'ai eu une période où j'étais dans des entreprises de type classique et en particulier j'ai fait du recrutement. Et dans le cadre du recrutement, le réflexe naturel qu'on a pour se rassurer, et puis parce que ça me fait baisser la pression du recrutement, qui est un acte managérial fondateur, qui est finalement je vais recruter des gens qui me ressemblent. Ah oui. Parce que comme ça, je suis sûr que je vais bien pouvoir comprendre comment il fonctionne. À l'inverse, si je recrute quelqu'un qui ne me ressemble pas, parce qu'il est une femme et que je suis un homme, et qu'il est d'une culture différente, qu'il est d'une religion différente, qu'il est en situation de handicap, etc., et bien de fait, je prends un risque. Je prends un risque important, parce que je ne vais pas bien comprendre et pas être capable de m'interfacer avec lui ou avec elle durant la période et durant la durée pendant laquelle on va collaborer. Et ça, de toute façon, c'est structurel. Enfin, je veux dire, à la fois, je pense qu'en effet, je rejoins ce que vous dites. Structurel et émotionnel, si on entend ce que vous dites. La peur d'aller vers quelque chose qui ne nous ressemble pas. La peur, et puis une forme de pression. Une forme de pression. On est quand même très conduit par les résultats. On se doit, lorsqu'on rentre dans une entreprise, on est recruté pour être un bon comptable, pour être un bon informaticien, pour être un bon consultant. Et de fait, on va faire en sorte de cocher toutes ces cases-là et on aura une pression pour faire en sorte de délivrer ce qu'il est nécessaire de délivrer. Donc en conséquence, cette pression-là, elle pousse un tout petit peu à la standardisation des équipes, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Après, là où je rejoins ce que tu dis, c'est qu'en effet, il y a un moment donné où il y a une prise de conscience, il y a une génération nouvelle qui arrive, il y a une génération qui pense de manière plus globale.
J'ai pas d'un côté ma vie familiale, de l'autre côté ma vie associative, et enfin ma vie professionnelle. J'aimerais bien que tout ça se soit unifié. Et en ce sens, je peux pas être dans une association qui prône, je sais pas, les Restaurants du Cœur par exemple, qui prône une forme d'ouverture à l'autre et une forme d'attention à l'autre, et puis par ailleurs recruter que des gens qui me ressemblent. Il y a un truc qui colle plus. Et la nouvelle génération à laquelle on fait souvent référence, elle réagit, de mon point de vue, en tout cas c'est comme ça que je le lis, j'en fais pas partie, donc en fait, voilà, elle réagit peut-être de manière un peu plus unifiée. Et c'est en ce sens-là que je pense qu'il y a peut-être une rupture avec ce que moi j'ai pu vivre quand je suis arrivé dans le monde du travail. Pauline Adam-Calfon, est-ce que selon vous, on hiérarchise aujourd'hui les causes à défendre? Par exemple, est-ce que l'égalité homme-femme va plus vite que les personnes en situation de handicap? Dites-nous. Clairement. Alors, ne serait-ce que, et c'est une superbe avancée qu'il faut saluer, on a un index homme-femme à produire. Donc, en fait, on voit que les entreprises, donc il y a toute cette prise de conscience là dont on parle, mais les entreprises, elles ne sont pas encore complètement organisées pour inclure en fait ces différentes diversités. Donc elle hiérarchise, elle se concentre déjà là où il y a des obligations, donc en l'occurrence avec l'index qui a été mis en place par Muriel Pénicaud, il y a évidemment une obligation parce que c'est public, donc il est évident qu'il faut avoir des résultats qui soient satisfaisants. On pourrait penser qu'autour du handicap, parce que c'est aussi des sujets sur lesquels il y a une réglementation, ça devrait être prioritaire. Force est de constater que clairement, le combat, c'est homme-femme. Ce qui ne veut pas dire que toutes les entreprises se concentrent uniquement sur ce combat. Mais enfin, s'il y en a un à mettre en avant, aujourd'hui, en tout cas tel qu'il est mené par les entreprises, c'est bien la partie homme-femme. Puis je voulais réagir sur ce que tu disais, Étienne. Ce dont tu parlais, c'est l'intersectionnalité. En fait, le fait qu'on soit à la fois une femme qui peut avoir telle religion, qui peut être très performante dans son travail, qui est une fanat de sport, qui est ceci, qui est cela. Ça, c'est effectivement des concepts qui sont plutôt des concepts nouveaux pour les entreprises, même si le concept en tant que tel n'est pas si nouveau que ça. Et les entreprises qui ont pris en fait en main le sujet travaillent aussi pour faire comprendre en fait à l'ensemble de leurs équipes ces concepts d'intersectionnalité, ces concepts de biais inconscients dont tu parlais. On a plutôt envie d'aller vers les gens qui nous ressemblent, alors que les études montrent que les entreprises qui ont plus de diversité sont des entreprises qui sont plus performantes. C'était ma prochaine question, justement. Quels sont les avantages aujourd'hui, Étienne Hirschauer, à être plus inclusif? Et il y en a notamment donc de performance économique. C'est ce que disait Pauline Adam-Calfon. Alors oui, toutes les études montrent que plus on est ouvert à la diversité, plus l'entreprise accueille des personnes différentes, plus elle est performante. Plus elle est performante économiquement, avant de parler de bons sentiments, etc. C'est ce qui peut intéresser aujourd'hui les chefs d'entreprise. Elle est plus performante. Et ça, toutes les études le montrent, que ce soit McKinsey, que ce soit... toutes les études le montrent, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Donc il n'y a pas de débat sur ce sujet-là. Et en particulier, si on doit avoir une lecture de ce sujet-là, c'est que, et je reprends ce que je disais, à compter du moment où on est mieux unifié, quelque part, on a moins envie de partir et de papillonner, parce que finalement, on trouve son compte dans l'endroit où on est. Et donc, il y a entre autres... cette capacité à s'ouvrir à la diversité, elle dégonfle un tout petit peu les sujets de turnover. C'est-à-dire qu'on a moins de turnover dans les structures pour lesquelles l'inclusion est mieux respectée. Pour quelle raison? Parce que les gens sont mieux unifiés, donc en fait ils sont acceptés pour ce qu'ils sont. Ils ne sont pas uniquement acceptés pour leur performance. Ils sentent bien que autour d'eux, il y a à la fois des gens qui leur ressemblent et des gens qui leur sont différents. Donc ils ont envie d'y rester. Voilà. Et puis il y a une deuxième chose qui est clé, et qui est un tout petit peu ce qu'on vit nous chez Ecoder, parce qu'il se trouve que nous, 80% de nos effectifs sont soit en situation de handicap, soit en situation d'insertion. D'accord ? Et les autres, les 20% qui restent, ont leur fragilité aussi. J'en fais partie. Donc je ne veux pas d'un côté mettre ceux qui sont dans l'inclusion, ceux qui sont dans le handicap et ceux qui... On est tous un peu dans le même bain, on essaie tous de vivre ensemble et de partager ensemble. Ce que j'observe, parce qu'en fait, on a une structure qui est très très ouverte à l'extérieur, et on accueille des grands groupes, on accueille, etc. D'abord, je me suis rendu compte, en intégrant une structure comme Ecoder, que les grands groupes sont assez avides de rencontrer des gens comme nous, qui sommes des structures, par essence, très inclusives. Parce que c'est notre métier, parce qu'on est mandaté par les pouvoirs de l'État, par les services de l'État, pour ça. Et on se rend compte que lorsqu'on va de gauche, de droite, et qu'on leur dit,
Est-ce que parler de la fragilité, ça vous intéresse? Est-ce que parler du handicap, ça vous intéresse? Au-delà des 6% que vous devez recruter de personnes en situation de handicap, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que la fragilité, la différence, la souffrance dans votre entreprise, elle existe? Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas? Et la réponse, elle est toujours oui. Et donc, comme elle est oui, de fait, il y a des passerelles et on se rend compte que ça change beaucoup et qu'aujourd'hui, on a un peu le vent en poupe sur ces sujets-là parce que chacun a bien compris. Et je pense que, entre autres, l'histoire du Covid a aussi sans doute accéléré ça. On a été mis au devant de moi par rapport au travail et ça a été, les cartes ont été un tout petit peu rebattues. Pauline Adam-Calfon, excusez-moi, il nous reste 30 secondes. En 30 secondes, nous parler des grandes entreprises. Est-ce que la taille de l'entreprise permet aussi une différence? Est-ce que les plus petites structures sont peut-être plus inclusives plus facilement ou non? Dites-nous. Non. Non, nous on travaille avec des entreprises de taille très différentes et on voit des niveaux de maturité très très différents parce qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients. En revanche, je pense que là où il y a, on va dire, un point commun sur l'ensemble de ces entreprises, on voit que les entreprises qui sont performantes autour de la diversité et de l'inclusion, c'est des entreprises qui travaillent en mode ouvert, justement, en mode plateformisation, c'est-à-dire à la fois en faisant des actions en interne, en se nourrissant de ce qui existe, justement, avec des sociétés qui vont être très performantes, avec des associations. Nous, par exemple, chez PwC, on est partenaire de l'Ascenseur, qui est un collectif d'associations qui œuvrent autour de la diversité et de l'inclusion et de l'égalité des chances. Et donc, c'est cette partie, en fait, vers l'entreprise, mais aussi vers les parties prenantes, qui permet finalement aux entreprises, quelle que soit leur taille, d'être performantes. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous sur le plateau de Smart Impact. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, c'est celle d'Alexandre Chevalier, cofondateur de Gustan, un service de livraison de fruits et légumes provenant directement de producteurs locaux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Merci. Avec vous donc, habiter sur Paris et manger des fruits et légumes récoltés la veille ou le jour même est désormais possible. Est-ce que cette idée, Alexandre Chevalier, vous est venue parce que justement, en tant que Parisien, vous étiez peut-être un peu frustré de ne pas avoir accès à ce type de produit? Alors oui et non, effectivement, j'y avais accès, mais en cherchant, en prenant énormément de temps pour chercher, pour aller faire le marché, aller trouver les bons producteurs aux bons endroits. Et c'est du temps que tout le monde n'a pas. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a eu l'idée de faire ce travail-là pour chacun et d'aller trouver des producteurs à moins de 30 km de Paris qui travaillent en agriculture raisonnée, ce qui représente un savoir-faire réel et qu'on amène directement à votre porte. Voilà, expliquez-nous comment fonctionne exactement votre plateforme quand on arrive sur le site de Gustan. Est-ce qu'on peut composer nous-mêmes notre panier? Expliquez-nous comment ça marche. C'est tout simple, effectivement, il y a plusieurs options. Soit vous optez pour un panier entre guillemets découvert dans lequel on mettra des produits de saison, des produits de moment qui changent toutes les semaines. Soit vous pouvez complètement composer votre panier, choisir exactement les produits que vous voulez mettre dedans. Ça va des fruits et légumes, on a implémenté de la bière et puis petit à petit on va implémenter tout un tas d'autres produits, du vin, des terrines, ce genre de choses. Et l'idée c'est effectivement d'avoir le panel le plus large possible, toujours le plus local possible avec la meilleure qualité possible. Vous parlez donc de producteurs locaux, de local. 30 km, ça veut dire que ce sont des producteurs uniquement d'Île-de-France? Effectivement, pour les fruits et légumes et notre brasseur, la brasserie Artemus, on peut travailler avec des produits uniquement d'Île-de-France. Quand on ira faire du vin, par exemple, ce sera un peu plus compliqué. Mais dans la mesure du possible, c'est ce qu'on choisit de faire parce que voilà, c'est important de prendre conscience que c'est si près de chez nous, finalement, on a des producteurs qui sont à Argenteuil. C'est juste à côté, c'est à moins de 15 km à vol d'oiseau du cœur de Paris. Pas besoin d'aller très loin. Non, exactement. Comment vous les avez convaincus de vous faire confiance, tous ces producteurs? Comment vous les avez, oui, c'est ça, convaincus? En fait, on n'a pas eu un énorme travail à faire sur la conviction parce qu'on partage leurs valeurs et nous, la velléité de Gustan, c'est de partager leur savoir-faire et de les mettre le plus possible en avant pour faire prendre conscience
au plus grand nombre de consommateurs possible du savoir-faire qu'il y a derrière, du travail qu'il y a derrière, que c'est pas uniquement planter une graine, un coup d'arrosoir et on a un légume. C'est pas du tout comme ça que ça se Et donc passe. ça, on le voit sur votre plateforme, comment... Effectivement, on Oui. essaye de mettre le plus de choses, d'avoir une plateforme entre guillemets qui soit un petit peu éducative et effectivement d'en parler le plus possible, de prendre du temps à chaque livraison avec nos clients, d'avoir un récapitulatif à chaque fois d'où viennent nos produits, à chaque livraison et d'être le plus éducatif possible par rapport à ça. Et c'est les velléités de Gustan derrière, de pouvoir partager toutes ces valeurs-là. Donc vous livrez Paris et quelques villes aussi de banlieue Exactement. parisienne. Quel type de mobilité Je crois que vous prenez des coursiers à vélo, il me semble. Alors pour l'instant, on livre nous-mêmes. Effectivement, on a lancé la Gustan officielle depuis le mois d'avril. Vous livrez vous-même, on livre c'est-à-dire nous-mêmes à vélo. vous et votre cofondateur? Exactement. Après, D'accord. on se fait aider aussi. Là, on commence à avoir un peu trop de demandes pour pouvoir livrer nous-mêmes. Mais effectivement, on fait appel à des coursiers à vélo. L'idée, c'est d'avoir le cycle le plus écologique possible, le plus carbone free possible. Et effectivement, on va livrer à vélo. Donc, on va chercher les produits chez les producteurs ou sur les marchés où ils sont, puisque leurs camions ne voyagent pas à plein. Et ça nous permet de profiter de ça et de faire le moins de kilomètres possible en voiture. Ensuite, les paniers, donc le matin même, sont acheminés dans notre centre où on les fabrique. En fait, on a tous les produits, on met les paniers pour nos clients et on part livrer nos clients à vélo dans l'après-midi jusqu'à 22h le soir. En 10 secondes, Alexandre Chevalier, quels sont vos projets pour les semaines et les mois à venir? Nos projets pour les semaines et les mois à venir, c'est de développer... Donc étendre la gamme de produits. Étendre la gamme de produits, développer la demande et toujours plus éduquer et faire... mettre en avant les savoir-faire de nos producteurs. Merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de Gustan. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée sur Bismart.